Le téléphone sonna à 11h17 du matin et je sus que quelque chose n'allait pas. Personne ne m'appelait à cette heure-là. La voix de la femme à l'autre bout du fil était polie mais tendue. Monsieur, nous vous appelons de la banque. Votre épouse est ici avec un homme qui vous est identique. Je ris nerveusement. C'est impossible. Mon épouse est en voyage d'affaires. Le silence qui suivit fut trop long. C'est justement pour cela que je vous appelle. L'homme qui l'accompagne se présente comme vous. Il porte votre nom, vos documents, votre signature, mais il y a des détails qui ne correspondent pas. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Je raccrochais, étourdi. Je pensais à sa valise préparée la veille, aux baisers distraits, aux messages depuis l'aéroport. Quelqu'un utilise ma vie comme déguisement. Durant le trajet vers la banque, je reconstruisis mon mariage. 37 ans, ensemble. J'avais quitté mon travail quand les enfants étaient nés. J'avais aidé avec la comptabilité de son entreprise. J'avais signé des papiers sans les lire parce que je faisais confiance. Cette confiance était aussi de l'aveuglement. À la banque, on me conduisit dans un bureau. L'employé entr'ouvrit le store. Je les vis, mon épouse debout, parlant avec un directeur, et à ses côtés, un homme. Mes jambes se dérobèrent. L'homme portait la même coupe de cheveux que moi, le même manteau. Il tenait son sac de la même manière. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une imitation soignée. Il connaît des données que vous seul devriez connaître, murmura l'employé. Il occupait ma place. Je le vis toucher le bras de mon épouse avec une familiarité obscène. Elle semblait à l'aise. Une voix en moi dit « Observe, ne te précipite pas. » Cela n'avait pas commencé aujourd'hui. Cet homme n'était pas apparu de nulle part. On s'entraîne pour devenir identique. Et mon épouse avait fait partie de cela. « Que voulez-vous faire ?» me demanda l'employé. « Rien. Pas encore. » Je sortis sans qu'il me voie. Dans un café, je réfléchis. Si je restais silencieux, elle commettrait des erreurs. Je regardais mon reflet. Il y avait quelque chose de nouveau dans mes yeux. De la lucidité. Pour la première fois, je ne me demandais pas pourquoi. Je me demandais comment elle avait fait si longtemps sans que je le remarque. Je savais que le pire n'était pas la trahison. Le pire était qu'on avait tenté de m'effacer sans me tuer, de me transformer en une version dispensable. Je me levais avec une décision claire. J'allais reconstruire ma propre vie à partir des détails que j'avais ignorés. Parce que si quelqu'un s'était donné la peine de me copier, c'était parce que je valais plus qu'on ne me l'avait fait croire. Cet appel ne m'avait pas brisé. Il m'avait réveillé. Pendant des années, je pensais que mon mariage était stable. Il y avait la routine, de longs silences, une cohabitation qui fonctionnait. Je croyais que c'était la stabilité. Aujourd'hui, je sais que c'était l'invisibilité. J'ai rencontré mon épouse quand j'avais 23 ans. Elle travaillait dans le monde financier et parlait avec assurance d'avenir. Nous nous sommes mariés rapidement, les enfants sont arrivés, j'ai quitté mon emploi. Elle promit que ce sacrifice serait temporaire. Elle n'en reparla jamais. J'appris à vivre au second plan. J'organisais les dîners, j'écoutais des conversations qui ne m'incluaient pas. Je signais des documents sans les lire. « C'est comme d'habitude », disait-elle. Faire confiance était plus facile que questionner. Mon nom apparut moins dans les conversations et plus sur les papiers. Toujours comme soutien, jamais comme protagoniste. Quand elle prospéra, je célébrais. Quand elle voyagea davantage, je m'adaptais. Il y eut des signes. Elle commença à corriger ma façon de m'habiller. « Cette couleur te vieillit. » Elle suggérait des coupes de cheveux plus modernes. J'acceptais en pensant que c'était de l'attention. Je ne voyais pas que c'était un moule. Notre vie sociale se réduisit. J'étais présenté comme « mon mari », sans nom propre. Quand j'eus 60 ans, elle porta un toast à « ma compagnie inconditionnelle ». Non pas amour, non pas admiration. Compagnie. À la maison, nous parlions moins. Elle se réfugiait dans son téléphone, dans des appels dans une autre pièce. Mes amis remarquèrent le changement avant moi. « Je te trouve éteint ?» Cela m'agaça. Je ne comprenais pas que l'ordre peut aussi étouffer. Après l'appel de la banque, chaque souvenir se réorganisa différemment. Les absences, les corrections, les silences. C'était une stratégie. Elle m'avait observé pendant des années pour me répliquer. Mes gestes, mes réponses, mes données personnelles. Ce fut la trahison la plus profonde.
l'utilisation froide de mon identité. En rentrant, j'ouvris des tiroirs oubliés. Je vérifiais des dossiers, des contrats. Mon nom apparaissait toujours associé au sien. Je me souvins de conversations où elle me demandait de répéter des histoires familiales. Je pensais que c'était de la nostalgie. C'était de l'entraînement. Je pleurais pour la première fois. Non pour elle, mais pour moi, pour l'homme qui s'était adapté jusqu'à devenir prévisible. Les larmes ne durèrent pas. Ce fut un nettoyage nécessaire. Je m'observais dans le miroir. On ne t'a pas effacé. On t'a sous-estimé. Quand elle appela du voyage, je répondis naturellement. Je ne l'affrontais pas. Feindre la normalité fut plus difficile que pleurer, mais plus puissant. Je compris, je n'avais pas été remplacé parce que j'étais dispensable, mais parce que j'étais commode. Mon mariage était construit sur mon silence et sa sécurité. Maintenant que le silence était brisé, plus rien ne s'emboîterait de la même manière. Je n'étais plus disposé à occuper une place secondaire dans ma propre vie. J'étais prêt à suivre ce fil jusqu'au bout. Pour la première fois depuis des années, je ne me demandais pas si je pouvais le faire. Je me demandais quand. Je retournai à la banque 2 jours plus tard, à la même heure, avec le même manteau. Je n'appelais pas avant. Je marchais jusqu'à l'entrée avec le pouls ferme, comme si j'entrais dans un théâtre dont je devinais la fin. Je le vis immédiatement. Il bougeait les mains comme moi. Il souriait avec le coin gauche relevé. Il portait les cheveux attachés comme je les porte depuis des années. Ce n'était pas seulement ressemblant, c'était un miroir répété. Mon épouse le présentait avec naturel. « Mon mari », disait-elle. Ce mot me traversa comme une écharde. Je compris qu'il ne m'imitait pas par goût. Il reproduisait mon identité. Je marchai droit vers eux. L'homme leva les yeux. Mon épouse perdit toute couleur. « Que fais-tu ici ? » ?»« Je viens voir mon reflet. Il paraît qu'il se promène librement. »« Il doit y avoir une confusion, » dit l'homme. « Je suis son mari. »« Non, tu es son mensonge. » Le directeur demanda de passer dans le bureau. J'acquiesçai. Je m'assis. Ils restèrent debout. Elle parla d'erreurs administratives, de coïncidence. L'homme acquiesçait. Je l'ai laissé parler. Je sortis un dossier. Voici mes documents. Et voici mes signatures. Je les comparai avec les siennes. Il y avait de la pratique, mais pas d'histoire. Ceci n'est pas improvisé. C'est un plan. L'homme me regarda avec mépris. Tu n'es pas si spécial. Tu étais juste le moule le plus commode. Merci, tu viens de confirmer ce dont j'avais besoin. Je veux savoir qui te l'a présenté. Il sourit. Elle m'a trouvé parce qu'elle t'avait étudié pendant des années. Mon épouse leva les yeux, horrifiée. Tais-toi. Non, il est trop tard. Je compris. Elle avait cherché une version de moi sans mémoire, sans réclamation, sans histoire. Une copie obéissante. Tu sais ce qu'il y a de pire ? Ce n'est pas que tu m'aies trompé, c'est que tu aies cru que j'étais remplaçable. Elle ne répondit pas. Le directeur annonça que la démarche était suspendue, qu'il y aurait une enquête. Je me levai. Je pars. Vous restez avec votre théâtre. Je sortis sans regarder en arrière. Dans la rue, je m'assis sur un banc. Je ne pleurais pas. Je ressentais de la détermination. S'ils étaient allés si loin, c'était parce qu'ils croyaient que je n'irais pas plus loin encore. Je regardais mes mains. Mon identité était intacte. Personne ne pouvait me l'enlever. Je n'allais pas les démasquer immédiatement. J'allais les laisser avancer un peu plus. Parce que quand quelqu'un se croit propriétaire de votre nom, il commet des erreurs en l'utilisant. Et ces erreurs, j'étais prêt à les faire payer. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mon esprit commença à ordonner des pièces éparpillées depuis des années. La scène de la banque se répétait, non plus comme une blessure, mais comme une preuve. Chaque geste, chaque silence de mon épouse acquérait un sens mathématique. Ce n'était pas le chaos. C'était un plan. Je m'assis à la table et examinais des papiers ignorés pendant des années. Relevés de comptes, contrats, police. Mon nom apparaissait toujours accompagné du sien, comme si mon identité avait besoin d'une permission pour exister. « Fais confiance », me disait-elle. Ce n'est qu'une formalité. La confiance avait été son outil favori pour se déplacer sans être vu. Je trouvais des mouvements bancaires inexpliqués. Petits au début, puis plus fréquents.
Des comptes ouverts quand j'étais occupé, des transferts justifiés comme dépenses opérationnelles. Rien ne criait la fraude, mais tout murmurait la duplicité. J'ouvris le tiroir de ma documentation. Le document que je portais toujours dans mon portefeuille manquait. Je ne l'avais pas perdu. Quelqu'un l'avait pris. Dans l'armoire de mon épouse, je trouvais un dossier identique au mien. À l'intérieur, copie de mes documents, photographie scannée, signature pratiquée. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était une répétition. Chaque copie ordonnée, étiquetée, perfectionnée. Je pensais à l'homme identique. Ce n'était pas seulement son amant, c'était son complice. Ensemble, ils avaient construit une version parallèle de ma vie. Je trouvais des courriels imprimés, des instructions. Elle lui expliquait mon histoire familiale, des dates importantes, des noms intimes. Pendant des années, j'avais raconté ma vie sans imaginer que quelqu'un ramasserait les miettes pour me remplacer. Je ne pleurais pas. La colère ne me dominait pas. Quelque chose de plus fort prenait forme. La lucidité. Elle ne m'avait pas trahi par passion. Elle l'avait fait par commodité, parce qu'elle avait cessé de me voir comme une personne et m'avait vu comme un obstacle gérable. À l'aube, j'écrivis une liste. Ce que je savais, ce que je soupçonnais, ce que je pouvais prouver. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés, mais d'identités volées. J'appelais la banque, un notaire, un avocat. Chaque appel était un pas. Chaque pas m'éloignait de l'homme trompé et me rapprochait de l'homme qui décide. Mon épouse appela 3 fois. Je ne répondis pas. Elle laissa des messages confus. Je les gardais. Tout pouvait servir. J'allais demander un duplicata de mon document avec des alertes. J'appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de justifier l'autoprotection. Ce soir-là, quand elle rappela, je répondis sereinement. Je lui dis que j'étais fatigué, que j'avais besoin de temps. Je ne mentionnais rien. Je la laissais parler. Plus elle parlait, plus elle s'embrouillait. Elle mentait par habitude, pas par intelligence. Je n'allais pas l'affronter tout de suite. J'allais la laisser croire que le plan fonctionnait. Parce que quand quelqu'un se sent en sécurité dans son mensonge, il baisse sa garde. Je compris quelque chose d'essentiel. Elle croyait que je ne savais rien. Elle ne savait pas qu'en tentant de m'effacer, elle avait activé quelque chose de plus dangereux que la colère. Elle avait activé ma mémoire. Je rangeais tous les dossiers dans une boîte. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Je n'improvisais plus. Je préparais quelque chose qui ne s'arrêterait pas avec des excuses. Avant d'éteindre la lumière, je me regardais dans le miroir. Je touchais mon visage, mes rides. Personne ne pouvait les copier complètement. Personne ne pouvait être moi. La plus grande erreur de mon épouse n'avait pas été de me tromper. Ça avait été de me sous-estimer. Et cela aurait très bientôt des conséquences. Les jours suivants furent étrangement tranquilles. Trop tranquilles. Mon épouse continua d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle m'appelait le soir, parlait de choses domestiques. Je répondais par des monosyllabes calculés. Ce calme était sa plus grande erreur. Je commençais à l'observer avec une attention chirurgicale. Chaque mot, chaque pause. Son mensonge ne concernait pas seulement l'autre homme, mais moi depuis des années. J'avais été son terrain sûr. Maintenant, sans le savoir, elle marchait sur un sol instable. Elle rentra 2 jours plus tard. Elle ne sentait pas l'autel. Elle sentait un parfum étranger. Je ne dis rien. Nous parlâmes de choses triviales. Elle se détendit. Elle se sentait en sécurité. Et quand quelqu'un se sent en sécurité, il baisse sa garde. Cette nuit-là, je vérifiais son téléphone avec méthode. Messages codés, appels effacés, rappels avec de faux noms. Tout était conçu pour ne pas éveiller les soupçons. Je regardais maintenant. Je compris que l'homme identique n'était pas le plan final. Il était l'outil. Le lendemain, je l'accompagnai à la banque. Je restai dans la voiture. Je la vis marcher droite, sûre d'elle. Elle ne savait pas qu'elle était déjà prise au piège. Je rentrai et appelai l'avocate. « C'est grave, dit-elle, mais si vous avez de la patience, cela peut se résoudre en votre faveur. » Je raccrochai avec un nouveau sentiment. Le pouvoir. Mon épouse me parla d'une démarche importante. J'acquiesçai. Je lui souhaitais bonne chance. Elle sortit sans se douter que j'avais déjà parlé avec la banque, le notaire et 2 témoins. Elle continuait à croire que j'étais l'homme qui signait sans lire. Cette nuit-là, elle arriva tard.
Trop tard. J'acquiesçais comme toujours, mais je ne ressentis pas de résignation. Je ressentis de l'anticipation. Chaque heure supplémentaire était une corde qu'elle s'attachait au cou. Durant les jours suivants, je laissais l'homme identique continuer d'apparaître. Je n'intervins pas. J'observais. Je prenais note des erreurs. Il ne connaissait pas mes silences. Il forçait des gestes naturels chez moi. Il signait avec une pression différente. Il confondait de petites dates, des détails cruciaux quand on les rassemble. La banque commença à noter des incohérences. Mon épouse commença à s'inquiéter. Elle posait trop de questions. Elle m'observait avec suspicion. Elle avait raison. Je n'étais plus invisible. Une nuit, elle me demanda si j'allais bien. Je souris. Mieux que jamais. Ce n'était pas une provocation. C'était la vérité. Des jours plus tard, la banque appela. Nous avons besoin que vous veniez. Il y a de graves irrégularités. Je demandais qu'ils attendent. Ce n'était pas encore le moment. Chaque pas devait être fait dans l'ordre. Je n'improvisais plus. Je dirigeais. Mon épouse devenait plus maladroite. Elle se disputait avec l'homme au téléphone. Elle élevait la voix. La perfection de son plan se fissurait. Un après-midi, je la trouvais avec des papiers en désordre. Nous devons parler. J'ai besoin que tu signes des documents. Je sus que le moment approchait. Je les lirai. Son expression changea. Tu les as toujours signés sans problème. Toujours, mais plus maintenant. Elle se leva, nerveuse. Je la laissai parler. Chacun de ces mots était un aveu involontaire. Le lendemain, j'appelai la banque et demandai un rendez-vous conjoint. Je dis à mon épouse que c'était une formalité. Elle sourit, soulagée. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans la scène finale. Moi, je dormis profondément. Parce que quand on décide de laisser quelqu'un continuer à mentir, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce qu'on sait que la vérité bien placée fait plus mal que n'importe quel cri. Et j'étais sur le point de la placer. L'erreur fut petite. Une réponse. Un mot mal placé. Et ce faux pas ouvrit une fissure par laquelle tout s'effondra. L'appel arriva un mardi matin. La même employée, avec un ton plus ferme, me demanda de venir cet après-midi. Je savais que quelque chose avait changé. On me fit passer dans une grande salle de réunion. 3 personnes m'attendaient, le directeur, l'employé et une femme du service juridique. Aucun ne souriait. Hier, votre épouse est venue avec le monsieur qui se présente comme vous. Durant la vérification, on lui a posé une question de routine sur une date personnelle. Je demandai « Il a mal répondu ?» Ce fut incohérent avec les registres. Et quand on lui demanda de confirmer, il hésita. La copie avait échoué parce qu'elle ne pouvait porter des décennies de mémoire. Le prénom de votre premier neveu. Il a dit un prénom qui ne figure dans aucun document. Mon premier neveu s'appelle André. Il est né 2 ans avant mon mariage. Le monsieur a dit qu'il s'appelait Lucas et qu'il était né après. Exactement. Ce n'est pas un oubli, c'est une invention. Le directeur se pencha. Nous avons trouvé d'autres incohérences. Signature avec une pression différente, variation dans la calligraphie, différence dans les réponses spontanées. Mon épouse était présente ? Oui, elle a dit que vous étiez confus dernièrement. Cette phrase me traversa. Mais elle ne me désarma pas. De quoi avez-vous besoin de moi ? Votre présence pour une confrontation formelle, avec des registres, des témoins et des actes. Quand ? Demain matin. Je serai là. Je sortis avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Quelqu'un avait tenté d'utiliser mon nom sans en comprendre le poids. Ce soir-là, mon épouse arriva tôt. Trop tôt. Tu es allé à la banque ? Oui, on m'a appelé. Il s'est passé quelque chose ? Rien qui ne doive se passer. Elle s'assit, nerveuse. Tu es différent ? J'ai toujours été ainsi. C'est juste que maintenant tu regardes. Elle se leva et alla dans la chambre. Je l'entendis parler au téléphone à voix basse. La copie n'était plus parfaite. Et elle le savait. Je dormis profondément. Je rêvais de papier qui s'ordonnait seul. Au réveil, je m'habillais avec soin. Des vêtements simples. Je n'avais pas besoin de m'imposer. J'avais besoin d'être exact. À la banque, la scène fut sobre, professionnelle, sans cri. Mon épouse arriva avec l'homme identique. Il était pâle. Elle évitait de me regarder.
La femme du service juridique expliqua la procédure. Elle montra des documents, compara des signatures. La copie commença à s'effondrer à chaque question. Pouvez-vous confirmer le second nom de votre grand-mère maternelle? L'homme hésita. Je ne me souviens pas. Vous souvenez-vous où vos parents se sont rencontrés? Il regarda mon épouse. Elle ferma les yeux. Ça suffit. C'est une persécution. Non, c'est une vérification. Je ne parlais pas. Ce n'était pas nécessaire. Finalement, l'homme se leva. Je ne vais pas continuer. Ce n'était pas mon idée. Mon épouse se leva d'un bond. Tais-toi! La salle resta silencieuse. C'est enregistré. Merci. La confrontation se termina là. La banque suspendit toutes les opérations. Une enquête fut ouverte. Mon épouse sortit sans me regarder. L'homme la suivit en pleurant. Je restai un moment. Je signai ce qui était nécessaire. Je remerciai. Une dernière chose. Merci de m'avoir cru quand vous avez douté. Le directeur acquiesça. Merci pour votre patience, ce n'est pas courant. Je sortis et respirai profondément. L'air me parut plus léger. L'erreur ne fut pas la mauvaise réponse. Ce fut de croire qu'une vie peut se copier sans conséquence. Ce fut de penser que je ne remarquerais pas la différence entre ce qui est appris et ce qui est vécu. Je marchais lentement. Je ne ressentais pas d'euphorie. Je ressentais une clôture. Le chemin était tracé. Et tandis que j'avançais, je compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Personne ne peut soutenir un mensonge quand la vérité décide de se présenter avec patience. Le matin de l'audience se leva gris. J'arrivai à la banque avant l'heure convenue et m'assis dans la salle d'attente avec une sérénité qui me surprit. Tout ce dont j'avais besoin avait déjà été dit, écrit et enregistré. Je devais seulement être présent. Mon épouse arriva accompagnée d'un avocat que je ne connaissais pas. Elle marchait raide, évitant de me regarder. L'homme identique n'était pas là. Je compris que lorsque le mensonge devient inconfortable, les complices se lâchent la main. On nous fit passer dans une grande salle. Il y avait des représentants de la banque, du service juridique et un notaire externe. Tout était formel, mesuré, presque froid. Personne n'éleva la voix. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle se contente de se présenter avec des preuves. Le directeur ouvrit la session. Il parla d'incohérences, de protocoles activés, d'identité en litige. Mon épouse interrompit plusieurs fois, alléguant confusion, stress, problèmes familiaux. Quand on lui demanda d'attendre son tour, elle me regarda directement. « C'est de ta faute. Tu as toujours été méfiant. » Je ne répondis pas. Ils commencèrent à exposer les faits. Documents projetés, signatures comparées, enregistrement d'appel. Chaque élément ajoutait du poids à une histoire qui ne pouvait plus se soutenir. Toute tentative d'usurpation constitue un délit, continua l'avocate. Mon épouse se leva brusquement. Il savait, il a permis tout cela. Il a signé sans lire pendant des années. Il ne peut pas jouer la victime maintenant. Je la regardais avec une clarté absolue. Signer en faisant confiance n'est pas consentir à un délit. Et tu le sais. De plus, je n'ai jamais autorisé que quelqu'un se fasse passer pour moi. L'avocate acquiesça. C'est clair dans les registres. Mon épouse transpira. Il exagère, il est confus, il a des problèmes de mémoire. Confus? Demandai-je. Ou trop lucide pour toi? Le notaire demanda l'ordre. Madame, vos déclarations ne vous aident pas. Vous ne comprenez pas. Tout ceci était pour protéger le patrimoine. De qui? Demanda l'avocate. De vous ou de la personne qui a tenté de remplacer votre mari? Mon épouse s'assit lentement. La force avec laquelle elle était entrée l'abandonnait. Nous allons suspendre tous les comptes joints jusqu'à ce que l'enquête soit résolue. Les autorités compétentes seront notifiées. Le mot « autorité » tomba comme une pierre. C'est de la folie. Il est en train de me ruiner la vie. Je la regardai une dernière fois. Non, tu fais face aux conséquences de tes décisions. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de scène dramatique, seulement une clôture administrative qui pour moi signifiait quelque chose de bien plus grand. Je récupérai mon nom, ma place, ma voix. La session se termina. Mon épouse sortit la première, vaincue. Je restai quelques minutes à signer des actes. Quand je sortis,
Je la vis sur le trottoir, gesticulant au téléphone avec désespoir. Je passais sans m'arrêter. Elle ne m'appela pas, ne m'insulta pas, ne me suivit pas. Dans ce silence final, je compris que son pouvoir avait pris fin. Je marchai plusieurs pâtés de maison avant de m'asseoir sur un banc. Je sentis la fatigue tomber d'un coup. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Un soulagement profond, presque physique. Je pensais à l'homme que j'avais été pendant des années, celui qui se taisait, qui faisait confiance sans questionner. Je ne le méprisais pas, je l'honorais. Il avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il savait. Maintenant, j'en savais plus. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. C'était l'homme, identique. Je suis désolé. Je n'ai jamais pensé que ça finirait ainsi. Je ne répondis pas. Il ne m'appartenait plus de porter les culpabilités des autres. Je me levai et continuai à marcher. La journée était toujours grise, mais moi non. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que l'avenir ne me devait pas d'explication. La vérité était sortie à la lumière. Et bien qu'elle ne rende pas les années perdues, elle me rendait quelque chose de bien plus précieux. La certitude que personne ne peut vous effacer quand vous décidez de rester. Je rentrai seul chez moi cet après-midi-là. Non pas parce qu'il n'y avait personne disposé à m'accompagner, mais parce que j'avais besoin de franchir ce seuil sans témoin. J'ouvris la porte lentement, comme si le geste avait un poids symbolique que je ne voulais pas gaspiller. Le silence m'accueillit sans hostilité. Ce n'était pas le silence d'avant, chargé de choses non dites, mais un nouveau silence, propre, presque respectueux. Je laissai mon sac sur la table et restai debout au centre du salon, respirant. Pendant des années, cet espace avait été un territoire étranger, même s'il était le mien. Je marchais dedans comme quelqu'un qui ne veut pas laisser de traces. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'étais là avec mon nom complet, avec mon histoire entière, avec la vérité déjà dite et enregistrée. Personne ne pouvait m'effacer de ma propre maison. Je m'assis dans le fauteuil et regardai autour de moi. Les tableaux, les livres, les meubles que j'avais choisis. Tout était où il avait toujours été. Et pourtant, tout se sentait différent. Parce que le changement n'avait pas été externe. Le changement s'était produit en moi. Je me souvins de la première fois que j'avais signé un document sans le lire. Je me souvins de la sensation de soulagement en pensant que quelqu'un d'autre s'occupait de ces choses compliquées. Je me souvins de combien de fois j'avais confondu commodité avec amour, déléguer avec faire confiance, me taire avec préserver la paix. Et je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. De la compassion pour moi-même. Pas de reproche, pas de honte. De la compassion. Cette nuit-là, je dormis profondément, sans sursaut, sans pensée circulaire. Je dormis comme dort quelqu'un qui n'a plus besoin de faire semblant. Au réveil, le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine. Je préparais du café et le bus lentement, assis à la table sans hâte. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas que quelqu'un arrive, ni ne craignais que quelqu'un parte. Les jours suivants furent faits de démarches et de décisions. La banque m'appela pour confirmer la restitution totale de mes accès. Les comptes restèrent sous mon contrôle direct. Le notaire m'expliqua calmement chaque étape, chaque papier. Je lus tout. Je questionnais tout. Je signais seulement quand je compris. Chaque geste était une réparation silencieuse. Mon épouse tenta de communiquer plusieurs fois. D'abord avec de longs messages, presque désespérés, puis avec d'autres brefs, chargés de reproches. Ensuite, le silence. Je ne répondis à aucun. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que je n'avais plus rien à négocier. J'avais parlé quand cela importait. Le reste était du bruit. Un jour, en rangeant l'armoire, je trouvai l'un des dossiers qu'elle avait préparés. Des copies de mes documents, des notes, des détails de ma vie. Je l'ouvris une dernière fois. J'observais mon nom répété sur des feuilles froides, mécaniques, et je compris quelque chose qui me glaça et me fortifia en même temps. Elle n'avait jamais voulu être moi. Elle avait voulu m'utiliser sans que je dérange. Je fermais le dossier et le portais directement à l'avocate. Ce n'était pas un souvenir, c'était une preuve. Mes enfants commencèrent à appeler plus souvent, avec précaution, avec des questions timides. Je ne les blâmais pas.
Je les écoutais. Je leur expliquais le nécessaire, sans dramatisme. Je n'avais pas besoin qu'ils prennent parti, seulement qu'ils comprennent que leur père n'était pas un objet interchangeable. Je vis dans leur voix quelque chose de nouveau, du respect. Non pas le respect automatique de la figure paternelle, mais le respect réel qu'on a pour quelqu'un qui se plante. Un après-midi, mon fils aîné vint me rendre visite. Il s'assit face à moi et me regarda longuement. « Je n'ai jamais pensé que tu étais capable de faire tout cela, » dit-il. Il ne le dit pas avec mépris. Il le dit avec étonnement. « Moi non plus, » répondis-je, parce que je n'en avais jamais eu besoin avant. Il acquiesça avec les yeux brillants. « Je suis content que tu l'aies fait, » murmura-t-il. Cette phrase simple et tardive ferma quelque chose en moi. L'homme identique disparut de ma vie comme il était apparu, sans nom propre. J'appris qu'il avait tenté de se justifier, qu'il disait avoir été manipulé. Peut-être était-ce vrai, peut-être pas. Il ne m'appartenait pas de le juger. Il avait choisi d'être une copie. Moi, j'avais choisi de redevenir l'original. Les semaines passèrent. Le processus juridique avança. Mon épouse perdit l'accès à plusieurs avantages. Son image, si soigneusement construite, se fissura. Non pas par vengeance de ma part, mais par la conséquence logique de ses actes. J'appris que la justice la plus percutante n'a pas besoin de cris ni d'humiliation publique. Elle a seulement besoin de temps et de vérité. Une nuit, assis dans le même fauteuil où je m'étais tant de fois senti petit, j'éteignis la télévision et restai dans l'obscurité. Non pas parce que quelqu'un me l'ordonnait, mais parce que je voulais écouter le silence. Et dans ce silence, je m'entendis moi-même. Je me rendis compte que, pendant des années, j'avais vécu comme une version réduite de moi. Non pas par manque de caractère, mais par excès de dons. J'avais donné tellement d'espace que j'avais fini par disparaître. Et personne ne peut défendre ce qui n'occupe pas de place. Aujourd'hui, à mes 62 ans, je compris quelque chose qui m'aurait épargné beaucoup de douleurs si je l'avais su avant, mais qui arrive encore à temps. L'amour qui exige que tu t'effaces n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Je ne déteste pas mon épouse. La haine attache. Je me suis détaché. Je ne restais pas non plus avec du ressentiment. Le ressentiment vieillit mal. Je restais avec quelque chose de bien plus utile. La clarté. Clarté pour dire non. Clarté pour lire avant de signer. Clarté pour écouter mon malaise avant de le justifier. Clarté pour savoir que personne n'a le droit d'utiliser mon nom sans ma voix. Un dimanche matin, j'allais me promener au parc. Je m'assis sur un banc et observais les gens passer. Des hommes jeunes, plus âgés, des couples, des personnes seules. Je pensais à combien d'histoires invisibles marchent à nos côtés sans que personne ne les regarde. Je pensais à combien d'hommes de mon âge croient qu'il est déjà trop tard pour changer quelque chose. Et je ressentis une impulsion profonde de le dire à voix haute. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Il n'est pas trop tard pour dire ça suffit. Il n'est pas trop tard pour récupérer ce qui est à toi. Même si ce qui est à toi, c'est toi-même. Quand je rentrais chez moi, j'ouvris les fenêtres et laissai entrer l'air. Je me regardais dans le miroir du couloir. L'homme qui me rendait le regard avait de nouvelles rides. Oui, mais il avait aussi quelque chose qui n'était pas là avant. Une fermeté tranquille. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin d'être validé. J'existais pleinement. Cette nuit-là, j'écrivis mon nom complet sur une feuille blanche. Je le regardais. Je le répétais à voix haute. Non pas comme un acte légal, mais comme un acte intime. Personne n'utiliserait plus mon nom sans mon consentement. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est que la trahison la plus douloureuse ne vient pas toujours de l'autre. Parfois, elle vient de soi-même quand on s'habitue à ne pas se poser de questions. Je me posais les miennes, et les réponses, bien que dures, me rendirent d'âme à vie. Aujourd'hui, je vis sans peur d'être remplacé. Parce que je compris que personne ne peut copier une histoire entière. On peut imiter des gestes, apprendre des données, répéter des mots, mais on ne peut pas répliquer l'expérience, la mémoire, la conscience. Je suis la somme de tout ce qui a été vécu, et cela ne se supplante pas. Je fermai la porte cette nuit-là avec douceur, non pas parce que je craignais que quelqu'un entre, mais parce que je prenais soin de ma paix. Je me couchais, et avant d'éteindre la lumière,
Je pensais à cet appel de la banque, à combien tout cela semblait impossible. Je souris légèrement. Ce qui semblait impossible fut en réalité nécessaire. Parce que ce n'est que lorsque quelqu'un tenta de m'effacer que je compris combien il valait de rester. Et ainsi, sans cri, sans scandale, sans besoin de détruire personne, je récupérais ce qui avait toujours été à moi. Mon nom, mon histoire, ma vie. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement la trahison ni la douleur. Je vois le point exact où j'ai cessé d'être une ombre dans ma propre vie. À mes 62 ans, je compris quelque chose que personne ne m'avait enseigné quand j'étais jeune. Il ne suffit pas d'exister. Il faut occuper sa propre place. Et pendant trop longtemps, j'avais laissé la mienne vide pour que d'autres l'utilisent. L'appel de la banque fut le début, mais ce ne fut pas la cause. La cause fut des années de silence, de confiance aveugle, de croire que l'amour exige toujours un sacrifice unilatéral. J'appris que le respect ne se négocie pas, et que celui qui vous aime n'a pas besoin de vous effacer pour briller. Mon histoire ne se termina pas quand on tenta de me remplacer. Elle commença quand je décidai de ne plus le permettre. Aujourd'hui, je marche plus lentement, mais la tête haute. Je lis chaque document. Je pose chaque question. Et surtout, je m'écoute. Je ne justifie plus ce qui me met mal à l'aise, ni ne minimise ce qui me fait mal. Non pas parce que je suis devenu dur, mais parce que je suis devenu honnête avec moi-même. Si vous écoutez cette histoire et que vous avez ressenti un nœud dans la poitrine, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'exagérez pas. Quand quelque chose ne colle pas, quand on vous fait sentir remplaçable, quand on vous demande le silence en échange de la paix, votre intuition parle. Écoutez-la, même si cela fait peur, même si cela dérange les autres. Le malaise passe. La perte de soi-même laisse des marques profondes. Il n'est jamais trop tard pour récupérer votre nom, votre voix et votre dignité. Je l'ai fait après 60 ans. Et si je pouvais, vous le pouvez aussi. Peu importe depuis combien d'années vous vous taisez, ni combien de fois on vous a dit que c'est ainsi que sont les choses. Les choses changent quand quelqu'un décide de changer. Ceci fut mon histoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.